Dans cette vidéo, je vais traiter la norme IAS 12, impôt sur le résultat. Au sommaire, le champ d'application de la norme, le passage du résultat comptable vers le résultat fiscal, la détermination de l'impôt courant et les étapes qui permettent d'arriver aux impôts différés. Et enfin, les informations à inclure en annexe. Dans le champ d'application, c'est la comptabilisation dans un premier temps des impôts sur le résultat. Donc on va avoir au compte des résultats une charge ou un produit fiscal. En contrepartie au bilan, si on fait allusion à un impôt courant, on va avoir une dette fiscale ou une créance fiscale qui va être à régler dans les 12 mois qui suivent la clôture. Si on est sur des éléments plus long terme, on va avoir au bilan un impôt différé actif ou un impôt différé passif qui vont être comptabilisés en éléments non courants. Les impôts sur le résultat incluent donc les impôts nationaux et étrangers. La norme IAS 12 généralement s'applique dans des contextes de groupe et tous les pays doivent, dans leurs juridictions respectives, faire les calculs des impôts courants et impôts différés en accord avec la norme IAS 12. D'autres impôts sont couverts également dans le texte de la norme, les retenues à la source qu'on a par exemple sur les dividendes. La norme exclut les crédits d'impôt et les subventions publiques. Pourquoi? Parce que les crédits d'impôt viennent à la suite de la détermination de l'impôt à payer, que ce soit un impôt courant ou différé, et les subventions publiques sont tout simplement exonérées d'impôts. Donc voilà, dans ce schéma, on voit la restitution de ce qu'on vient de dire à l'instant, avec les impôts courants dans les 12 mois et les impôts différés sur du plus long terme en actifs ou passifs non courants. Pour le passage du résultat comptable vers le résultat fiscal, donc c'est la première étape avant d'appliquer le taux d'imposition. Le résultat courant avant impôt étant le point de départ, on peut l'avoir généralement en lecture directe dans le compte de résultat. Si vous ne l'avez pas en lecture directe dans le compte de résultat, il va vous suffire de partir du résultat net et d'exclure toutes les charges fiscales et produits fiscaux. Ensuite, au niveau des retraitements, on va voir les charges comptabilisées non déductibles fiscalement, comme par exemple des frais de déplacement qui sont comptabilisés en charge mais que l'administration fiscale ne reconnaît pas. Dans ce cas-là, vous allez devoir les ajouter, ils vont venir en augmentation du résultat courant avant impôt. Des produits non comptabilisés mais imposables fiscalement. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce cadre-là? Des produits non comptabilisés, ça peut être des intérêts qu'on reçoit sur un prêt qu'on a fait. Et les intérêts sont tout simplement comptabilisés au moment de l'encaissement. Si l'encaissement a lieu dans 5 ans, on va comptabiliser l'intérêt dans les 5 ans qui viennent. Mais fiscalement, l'administration fiscale peut demander que le produit d'intérêt soit réintégré au fur et à mesure, donc chaque année. Dans ce cas-là, on va venir ajouter ces produits d'intérêt qui ne sont pas comptabilisés en plus du résultat courant avant impôt. Au niveau des charges non comptabilisées mais déductibles fiscalement, on va avoir des charges par exemple qui sont des avantages auprès du personnel, qui sont en hors bilan. Admettons par exemple que vous ayez un bonus qui n'est pas comptabilisé. Mais fiscalement, vous pouvez peut-être le déduire car l'administration fiscale reconnaît certains critères qui ne sont pas reconnus comptablement. Dans ce cas-là, ces charges non comptabilisées mais déductibles fiscalement vont venir en diminution de votre résultat courant avant impôt. Enfin, les produits comptabilisés mais non imposables, c'est généralement les subventions qui sont exonérées d'impôts. On les a comptabilisées en produits dans le compte de résultat, mais étant donné qu'elles sont non imposables, elles vont venir en diminution du résultat courant avant impôt. Une fois que vous avez réussi à faire tous ces retraitements, vous allez avoir votre résultat fiscal. Ce résultat fiscal va donc être utilisé pour déterminer l'impôt. Alors, le résultat fiscal qu'on vient de voir dans la diapositive précédente, ça peut être un résultat fiscal positif, donc un profit imposable, comme ça peut être une perte fiscale qui va donc donner lieu à une créance sur l'administration fiscale. Alors, avant tout, l'impôt exigible est calculé en prenant ce résultat fiscal auquel on applique le taux d'imposition. Pour le taux d'imposition, ça va être le taux d'imposition qui est en vigueur au moment où vous allez payer. Et étant donné que là on est dans le cadre de l'impôt courant, donc qui va être payé dans les 12 mois qui suivent votre clôture, il faut donc voir dans les 12 mois qui suivent votre clôture quel est le taux applicable. Si vous êtes dans le cadre d'un profit imposable, vous allez donc reconnaître une charge d'impôt.
Donc vous allez débiter le compte charge d'impôt et le compte au bilan de la dette fiscale. Dans le cas où vous avez une perte qui va vous donner lieu à une créance fiscale, vous allez comptabiliser une créance au bilan et un produit d'impôt au compte de résultat. Quels sont les cas où vous allez avoir des créances fiscales? Ça peut être effectivement les cas où vous avez des pertes, comme on le voit ici, perte fiscale en N, mais ça peut également être le cas où vous avez fait des acomptes d'impôts tout au cours de l'exercice et que cet acompte d'impôt est supérieur au décompte final que vous allez avoir en clôture. Si vous avez payé plus d'acompte, bien entendu, le reliquat de cet acompte par rapport à l'impôt exigible va être une créance fiscale que vous allez pouvoir utiliser sur les exercices ultérieurs.